Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Alban Mezzino, il y a des gens qui me connaissent sous le nom de Provoc. Je suis CEO d'Hyperstonk et entrepreneur. Et ma passion dans la vie, c'est le business. Genre, il y a des gens, le week-end, ils vont jouer au foot. Moi, mon délire, c'est de lire des trucs sur le business, apprendre de nouveaux trucs sur le business, faire du business et ainsi de suite. Donc c'est trop bien parce que ce soir, je vais pouvoir parler de mes différentes passions, donc business, marketing, branding, et on va essayer ensemble de créer un branding efficace. Donc cette présentation, elle s'adresse à tous ceux qui, comme Apple, ont envie de pouvoir vendre tout et n'importe quoi et faire quand même un max de blé, comme des écouteurs, des ordinateurs, des téléphones, des casques VR et des montres, pourquoi pas. Ou comme Coca-Cola, écraser Pepsi en vendant des produits bien plus chers qu'eux. Ou comme Harley Davidson, avoir des clients qui achètent encore et toujours chez eux sans jamais partir chez la concurrence, comme chez Suzuki. Ces trois marques-là que je viens de citer, elles donnent l'impression que c'est méga facile de faire du branding, pendant que nous, le reste du monde, on est quand même en PLS de manière générale sur le sujet. Et ça, souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas en fait ce qu'est une marque. Et c'est normal, c'est un concept qui ne vient pas de chez nous, qui est anglo-saxon, et c'est pour ça qu'on galère avec. Donc ce soir, on va essayer justement de mieux comprendre comment ça fonctionne tout ça. Le problème là-dedans, c'est que même ceux souvent qui disent comprendre ce qu'est le branding, soit ils ne le comprennent pas, soit ils l'expliquent très mal, j'en fais potentiellement partie. Donc l'objectif ce soir, c'est de rectifier le tir, faire en sorte que tout le monde sorte d'ici en sachant faire du branding de manière pragmatique dans la vraie vie. Donc on ne va pas parler de logo parfait, on ne va pas parler de jolies couleurs, on ne va pas non plus parler de gut feeling. L'objectif, ça va être de faire de l'argent. C'est ça l'objectif de la conf ce soir. Donc le vrai nom de la conf, c'est pas créer un branding efficace, mais plutôt un branding héroïste. On va essayer de démystifier le branding pour faire des thunes, grosso modo. Et pour ça, on va passer par trois étapes. La première étape, c'est voir ce qu'est vraiment le branding, parce que si on ne comprend pas ce que c'est, on ne va pas pouvoir en faire. Ensuite, voir pourquoi ça génère de l'argent, parce que si on ne sait pas pourquoi ça génère des thunes, on ne va pas pouvoir en faire. Et ensuite, voir comment, à partir de tout ça, on fait du branding héroïste. Donc, ce qu'est vraiment le branding. Si on cherche des définitions populaires sur Internet ou qu'on lit des bouquins de grands ponts du branding ou du marketing, on voit ce genre de trucs revenir. Ça va être le branding, c'est un sentiment partagé par un groupe de personnes à propos d'un produit, d'un service. Ou alors le branding, c'est pas ce que vous en dites, c'est ce que eux ils en disent. Ou le branding, c'est un processus qui permet de créer et partager le nom d'une marque, ses qualités, ainsi de suite. Ou le branding, c'est une promesse délivrée de manière systématique dans le temps. Tout ça, c'est joli, mais c'est pas clair du tout. Et surtout, ça ne nous dit pas quoi faire en fait. Il n'y a rien là-dedans qui est actionnable, on ne sait pas comment améliorer le truc, comment mieux faire du branding de manière générale. Et donc pour définir le branding et voir ce que c'est, il va falloir revenir au commencement, et donc on va parler des cow-boys ce soir. Donc ce soir, je vous présente Michael Fred. Michael Fred, c'est un cow-boy, et lui, il a un ranch avec plein de vaches, mais vraiment plein de vaches. Son business, c'est les vaches et que ça. Il a des vaches comme Myrtille la vache. Et un après-midi, il y a Myrtille qui disparaît, il ne la retrouve pas. Et puis il la cherche partout, dans les champs à côté, et ainsi de suite. Le soir, il la cherche encore, il la trouve toujours pas. Et le soir, là, il se met dans son lit, il va pour s'endormir, et il se dit « Putain, je sais pas où elle est Myrtille, ça me saoule quand même. Je suis sûr, c'est encore un coup de mon voisin. » Et son voisin, c'est Jean-Jérémy. Et c'est bien Jean-Jérémy qui a récupéré Myrtille. Parce que Jean-Jérémy, lui aussi, il a un ranch, lui aussi, il a plein de vaches. Et puis, c'est pas la première fois que ça arrive, en fait. Donc, lui, Michael Fred, ça lui casse un peu les couilles quand même. Du coup, il se dit « Bon, le lendemain, je vais aller confronter Jean-Jérémy. » Il va voir Jean-Jérémy et il lui dit « Je vais te niquer, Jérémy. » Et il y a Jean-Jérémy qui lui fait « Mais je te jure, on dirait les miennes, j'ai pas fait exprès vraiment de les confondre. » Et là, il y a Michael Fred qui lui fait « Bon, ok, je comprends, j'ai une idée, Jérémy, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, faut que je te parle d'un truc. » Et là, Michael Fred, il invente le branding comme ça. Ce qu'il propose à Jean-Jérémy, c'est de prendre un bâton en métal, le chauffer très fort avec un logo au bout et brander le cul de toutes leurs vaches comme ça, ils vont pouvoir enfin les reconnaître. Et donc, Michael Fred, il invente Branded Myrtille. Et depuis qu'il y a Branded Myrtille, c'est vachement plus simple de reconnaître leurs vaches. Et ça, c'est grave cool quand même. Parce qu'il en perd moins, donc ça fait plus de business, parce qu'il peut plus facilement revendre les autres vaches. C'est trop bien. Donc à partir... Ah oui, pardon. Du coup, le dimanche, le week-end, il n'y a plus de barbecue chez Jean-Jérémy où on mange Myrtille sans faire attention. À la place, il y a Jean-Jérémy maintenant qui peut ramener ses vaches à Michael Fred, et ça, c'est trop bien. Donc maintenant, si on analyse l'histoire pour mieux comprendre le branding, on se rend compte qu'on peut croiser trois types de vaches dans la vie de manière générale. On va voir les trois de manière successive et voir ce que ça fait. Donc le premier type de vache, c'est la vache où il n'y a pas de logo dessus. Normalement, il n'y a pas de collier ni rien. C'est une vache sauvage. On peut la ramener chez nous, on peut la manger, on peut la traire, revendre son lait, on peut faire ce qu'on veut, mais de manière générale, on voit la vache, on lui dit « Yo, la vache », elle répond « Me, ok, super », et puis on passe notre chemin. Deuxième type de vache, ça va être une vache avec un logo, mais on ne reconnaît pas le logo. Du coup, on peut se dire que c'est la vache de quelqu'un par association. Et donc là, on ne va pas interagir pareil avec cette vache-là parce qu'on se dit que potentiellement, il va y avoir des conséquences. C'est rare que dans la nature, il y a un animal qui s'amuse, à part l'humain, à brander des trucs comme ça, ce qui fait qu'on sait que derrière, il y a un humain qui se cache. Et le troisième type de vache qu'on peut reconnaître, ça va être potentiellement celle de Michael Fred parce qu'on reconnaît le logo. Et donc là, on se dit « Ah cool, c'est la vache de Michael Fred ». Donc, si j'aime bien Michael Fred, je peux lui ramener sa vache, et il y a Michael Fred qui me dit « Merci Stranger », il est trop content. Ou alors, si je déteste Michael Fred, je peux faire un barbecue chez moi et manger Myrtille, et ça marche aussi. Mais dans tous les cas, ce qui vient de se passer, c'est que le logo, ça permet de faire l'association entre la vache et Michael Fred,
et que c'est cette association-là qui va nous permettre d'influencer un comportement. Donc mon comportement, il a changé parce que j'ai fait l'association entre la vache et Michael Fred. Si j'aime bien Michael Fred, je vais lui rendre sa vache. Si j'aime pas Michael Fred et sa vache, potentiellement, je vais dire fuck Michael Fred et faire un barbecue. Et donc là, on peut comprendre déjà que le branding, en fait, c'est un jeu d'associations. Et l'objectif, ça va être de faire les meilleures associations. Et donc ces associations-là vont nous permettre de changer des comportements à grande échelle. Donc finalement, le branding, c'est un peu de l'éducation à grande échelle. Et donc si on associe les bons trucs ensemble, on a plus de chances de revoir nos vaches. Ça, c'est un bon branding. À l'inverse, si on associe les mauvais trucs ensemble, on va potentiellement manger nos vaches. Et ça, c'est un mauvais branding. Donc si le branding, c'est un jeu d'association, on peut deviner un peu maintenant ce qu'est une marque. Une marque, c'est une sélection d'éléments qui sont associés ensemble. La meilleure analogie pour ça que j'ai trouvée, c'est un bouquet de fleurs. Une marque, c'est exactement ça, c'est un bouquet de fleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre business, par exemple, on va définir la fleur principale, en gros, on va lui appliquer un logo différent, des codes couleurs différents, des typographies différentes, des vidéos guidelines différentes. Tout ça, ça va être choisir si on prend une rose ou une pivoine, en fait. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des associations avec cette première fleur pour commencer à créer un bouquet. Et ça, ça va être notre marque. Et donc, si je prends le bouquet de fleurs et que je l'étale sur une table, je mets toutes les fleurs les unes à côté des autres, que je prends cette table et que je l'emmène à ma copine, il y a peu de chances qu'elle me dise « Ah, trop bien, super joli ton bouquet ». À l'inverse, on dirait que c'est un atelier bizarre qui commence, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, le bouquet de fleurs, le fait de faire des associations fortes que moi j'ai choisi de faire et que je donne à quelqu'un, c'est ça qui fait que j'ai une marque. Et donc ça, c'est le taf des agences de branding pas ouf. De manière générale, elles nous permettent de définir un logo, des couleurs, une charte graphique et ainsi de suite, sauf qu'il n'y a pas d'associations qui sont faites. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont peut-être sortir de là en disant « Oh, j'ai fait un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, mais ça m'a servi à rien en fait. J'ai pas fait plus d'argent avec et je comprends pas à quoi ça sert le branding. » À l'inverse, toutes les agences de branding méga ouf qu'on peut voir, qui refont des boîtes comme Spotify, comme Collins, c'est les meilleurs selon moi, eux, ce qu'ils font, c'est ça, c'est qu'ils créent des symboles qui déjà permettent d'agencer plus facilement des fleurs ensemble et de faire les bonnes associations. Et en plus, ils vont aider à faire ces associations-là. Et ça, c'est ce qui s'appelle la stratégie de marque. Donc quand vous voyez stratégie de marque, logiquement, c'est quelqu'un qui vous propose un plan pour associer des trucs ensemble. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que cette personne ne sait potentiellement pas vraiment faire de la stratégie de marque. Là, j'ai un petit warning parce que la partie qui suit, elle est méga importante. Plus on comprend ça dans le détail et plus c'est facile de faire du branding ensuite. On va voir comment créer des associations correctement, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça qui fait qu'on peut composer notre bouquet. Donc le branding, c'est une association délibérée de trucs, donc potentiellement deux choses, au travers d'un résultat. Et au début, ce qui est dur à capter, c'est le au travers d'un résultat. Du coup, pour ça, je vais donner un exemple. On va prendre l'exemple de boire un coca et apprécier boire ce coca comme exemple d'association simple. Donc imaginons, c'est la première fois de ma vie que je bois un coca. Je me dis « Ah, c'est trop bon !» Du coup, je vais associer l'action de boire avec le Coca-Cola en tant que produit. Et donc c'est vraiment le résultat, donc le fait que ce soit trop bon, qui fait que je vais faire l'association entre les deux. Et donc par exemple, la prochaine fois quand je vais me dire « Ok, je veux un truc trop bon à boire », je vais peut-être aller prendre un Coca du coup. Et c'est comme ça que ça marche, c'est vraiment au travers d'un résultat que ça se fait. Maintenant, si je prends un truc que je bois pour la première fois, je me dis « Putain, c'est vraiment pas bon, j'aime vraiment pas ce truc-là », je vais associer l'action de boire à du smecta par exemple. Il y a peu de personnes qui apprécient ça de manière générale. Et donc, on voit que quand même si le résultat n'est pas bon, il y a quand même une association qui se fait. Je vais associer l'action de boire au smecta comme étant pas bonne. Et donc, peu importe le résultat, dans tous les cas, ça se fait l'association. C'est-à-dire que si vous faites un résultat pourri, par exemple, vous partagez du contenu tout le temps en masse, et les gens trouvent ça pourri, ils vont associer votre contenu à un truc pas ouf quand ils vont lire du contenu. Donc, il y a plus de chances que plus tard, ça fasse branding inversé, ils ne viennent pas vers vous. À l'inverse, ils vont faire le barbecue de Michael Fred. Là. Et donc, si je veux un truc trop bon à boire, pas smecta, Coca. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne de manière générale en termes d'image. Donc là, on vient de voir ce qu'est vraiment le branding dans le fond. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Donc maintenant, on va voir pourquoi le branding, ça permet de faire de l'argent. On va jouer à un petit jeu. On va faire bouquet stylé vs bouquet pourri. On va prendre 3 marques, Nike, Coca et Pepsi, et on va essayer de voir si c'est des bouquets cool, donc des marques cool, ou à l'inverse, si c'est des bouquets un peu pourris. Tout ce qu'il faut garder en tête pour ça, c'est qu'une marque, c'est une sélection d'éléments associés ensemble. Donc on va commencer par Nike, on a un logo qui va nous permettre d'associer des choses ensemble. Genre on va prendre des fleurs, on va mettre le logo de Nike à chaque fois, en gros, grosso modo. Et donc si on est Nike, on s'associe à Mbappé, on s'associe à Michael Jordan, on s'associe à Tiger Woods, par exemple. Et donc ces 3 personnes-là, dans leur domaine, dans le sport, elles sont synonymes de leadership, d'excellence et de victoire. Nike, le nom de la marque veut dire, c'est le nom d'une déesse grecque qui veut dire victoire. Du coup, tout est orienté autour de ça. Toutes les associations fortes qu'ils font depuis des années, c'est orienté autour de ça. Ce qui fait qu'au global, si je me dis je veux être plus victorieux, je vais potentiellement acheter Nike par association.
Et donc ça, c'est un beau bouquet parce qu'ils renforcent très bien leurs associations, ils ont des bonnes égéries qui représentent ça de manière générale. Genre Michael Jordan, par exemple, c'est rare de trouver un sportif avec qui on s'associe qui arrive en 7 ans à gagner 6 coupes. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Après, si on passe à Coca-Cola, on a un logo, comme d'hab, qui va permettre de faire les associations. Et du coup, on va, par exemple, associer Coca à l'été, à la détente, à la plage, à des endroits stylés comme Bali, Hawaï, Ibiza et ainsi de suite, où ça va être des moments de partage avec des personnes qu'on connaît par leur prénom, donc potentiellement des amis, ou encore des moments d'émerveillement, de féerie et de retrouvailles en famille. Donc Coca, c'est synonyme de détente, de bonheur et de famille. Et ce qui est fort dans leurs associations, c'est que ça, c'est un truc, peu importe l'âge qu'on a, on va potentiellement chercher ça. Qu'on soit jeune ou vieux, des fois on va chercher à se détendre. La quête de bonheur, c'est un truc que plein de gens essaient de faire dans leur vie de manière générale. Et puis la famille, c'est un truc qu'on se trimballe un peu malgré nous et qu'on essaie d'améliorer au fur et à mesure quand même. Donc c'est des choses, peu importe l'âge qu'on a, ça peut nous suivre. Et comme ils renforcent très bien ces associations-là, Coca, c'est une très très bonne marque. Maintenant, si on prend la marque de Pepsi, on a un logo, on va essayer de l'associer à des trucs. Et c'est là où c'est un peu galère, parce que Pepsi, quand ils font des pubs, ils ne nous parlent pas d'eux, ils ne nous parlent pas d'association, ils vont nous parler de Coca. Donc en fait, là, ils font ils renforcent je sais pas parler, ils renforcent des associations en branding pour Coca gratos. Ils vont nous dire, genre, nous, on n'a pas inventé le Père Noël, mais ce qu'on fait, c'est bon. Ok, très bien, c'est quand même la base du produit. Si c'est pas bon, pourquoi tu le commercialises? Mais derrière, tu fais de la pub à Coca gratos. Pareil, les autres pubs, ça va être, c'est ce que t'aimes. Je peux littéralement, moi, répondre non à ça, et en plus, ça crée pas d'association dans ma tête. Et puis au final, vu qu'ils le montrent, qu'ils ne comprennent pas comment faire des associations, ils se disent, ok, ça marche pas, donc on va rebrand, on va changer de logo. Donc ils changent le symbole, mais ils font toujours pas de nouvelles associations. Et du coup, Pepsi, si on regarde leurs anciennes pubs qui étaient peut-être un petit peu meilleures, c'est synonyme d'être rebelle, être un underdog, mais ça c'est pareil, une fois que tu es un underdog, que tu as réussi, tu n'es plus un underdog, donc ça ne suffit pas toute ta vie. Pepsi, c'est le plaisir, mais ça c'est instantané, alors que la recherche de bonheur avec Coca, c'est un truc, on essaie de l'atteindre quand on n'y arrive jamais, donc potentiellement on y retourne. Et puis le goût, c'est quand même la base du produit, c'est pas vraiment du branding, quoi. Et donc Pepsi, bouquet pourri. Et en fait, on peut reconnaître un bon bouquet et un mauvais bouquet si on peut le résumer assez facilement. Si j'ai un bouquet Nike, je peux dire, tu veux gagner, tiens, achète ce bouquet, tu me dis oui ou non, mais au moins tu as un avis. Et donc ça fait changer de comportement. Coca, bouquet, Coca, tu veux kiffer, oui ou non, t'achètes ou non le bouquet. Par contre, si j'ai un bouquet Pepsi, tu veux quoi? Je sais même pas quoi dire en fait. Et donc c'est pour ça que les marques les business qui ont une meilleure marque font plus d'argent que celles qui en ont pas, comme Pepsi par exemple, vs Coca. Il y a des gens, là, c'est le moment où j'ai déjà entendu des gens qui me disent « Oui, mais Pepsi fait plus de chiffres à l'année. » Non, la marque ombrelle de Pepsi, au-dessus, elle fait beaucoup plus de chiffres parce qu'ils ont Fanta et ainsi de suite, mais la marque de cola Pepsi vs la marque de cola Coca, c'est Coca qui gagne et qui vend plus cher chacun de ses produits. Et ça, si on va à un Carrefour classique, on le voit en fait. Tout ça, c'est des produits Coca différents. Ça, c'est un produit Pepsi. Et donc là, avec tout ce qu'on a vu, il y a un peu une relation, un triptyque qui commence à se faire entre symbole, marque et individu. Si on essaie de décrire ça, l'objectif, c'est d'essayer de faire reconnaître un symbole à plein de personnes. Ensuite, avec ce symbole, permettre d'associer des trucs ensemble. Et l'objectif, c'est de faire les meilleures associations pour changer le comportement de certains individus vers notre marque et pas à son encontre. Et donc ça, Coca l'a très bien compris. Ils le font très bien, symbole, marque, individu. Et donc ça fait de l'argent. Pepsi, il y a symbole. La marque, on ne la comprend pas. Donc ils ne changent pas les comportements des individus vers eux, ce qui fait que ça fait moins d'argent au global. Du coup, maintenant, on a vu pourquoi une bonne marque, ça fait de l'argent plus qu'une mauvaise marque, mais on n'a pas vu pourquoi tout court, ça fait de la thune. Donc on va prendre un exemple, on va prendre l'exemple de Nike, et on va se dire, ok, le client idéal de Nike, c'est quelqu'un qui aime le sport, la compétition, la victoire, et de manière générale, le postulat de départ, c'est il y a plus de chances que les personnes qui aiment ça achètent une marque qui s'est associée à ces éléments-là. Donc, on va prendre Nike, en imaginant qu'ils n'ont pas encore fait d'association. On va faire devenir ça une marque forte. Donc, on prend la marque faible, donc le logo où pour l'instant on n'a pas d'association. On va l'associer à des entités pertinentes pour notre client idéal, et c'est ça la partie importante, comme Michael Jordan, Mbappé, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait assez ce renforcement-là, on va avoir une marque forte. Ensuite, on va pouvoir prendre un produit générique qu'on aurait vendu dans tous les cas à notre client pour l'aider. Quand il veut chausser pour aller faire du sport, on va lui proposer une paire de chaussures. En plus, on va claquer notre logo du coup dessus. Et là, on aura un produit brandé à forte valeur qu'on peut déjà vendre beaucoup plus cher, et en plus de ça, qui va aider notre client idéal. Parce que lui, il se dit, moi, je veux être un winner. Du coup, on lui propose un produit brandé exactement pour lui, avec des Air Jordan qui sont associés à Michael Jordan, une égérie qui kiffe trop. Du coup, pour lui, c'est un match idéal. Il se dit, ok, trop bien en fait, je veux me mettre au basket, je veux acheter une paire de chaussures. On me propose littéralement les chaussures que porte mon égérie favorite.
Bah, du coup, comme ça, je vais devenir un winner. Parce que c'est ça qui se passe dans notre tête, c'est qu'on achète un morceau d'association, en fait. Je suis un peu plus comme Michael Jordan. Potentiellement, si je déchire tout en basket, en commençant comme lui, là, avec des Nike, je vais peut-être gagner comme lui plus tard et devenir lui, entre guillemets. Et donc, le cycle au global, c'est ça. C'est genre, on a une marque faible, on fait en sorte de renforcer des associations avec des entités qui sont pertinentes pour notre client idéal. Ensuite, on a une marque forte. On va pouvoir mettre ce logo-là sur chacun de nos produits. Et ce logo, il va faire l'association, du coup, qui ont déjà été renforcées. Donc, quand on voit le logo, on va penser aux associations. Ce qui fait qu'on a des produits qui sont gagnants pour notre client idéal. Ce qui fait qu'on a un client qui est gagnant, qui est content parce qu'il a la valeur ajoutée du branding en plus. Et donc, nous, on a un compte bancaire de winner en plus derrière. Et donc là, ce triptyque de symbole, marque, individu, on peut aller un peu plus loin en termes de granularité pour vraiment faire ancrer le truc et voir comment on met ça en place. Les différentes étapes, c'est ça. On peut commencer avec une entité qui ne parle pas du tout aux gens, comme notre business par exemple. On va créer des éléments qui sont symboliques et captivants, comme un logo, des couleurs, une charte graphique avec des typographies, ainsi de suite, des contraintes qu'on se met, qu'on va respecter pour créer de la symbolique. Et ensuite, on va, avec cette symbolique-là, pouvoir associer des choses ensemble. Ensuite, on associe ces entités avec des concepts ou des personnes que notre client idéal il apprécie. Notre marque, du coup, elle commence au fur et à mesure, à force de renforcer tout ça, à représenter ce truc que nos clients idéaux aiment. Ensuite, nos clients idéaux, ils vont vouloir s'associer avec ces trucs qu'ils apprécient. Mais comme ils ne peuvent pas accéder à Michael Jordan, parce que c'est un humain comme tout le monde et ce n'est pas notre pote, en fait, tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est acheter un petit morceau de l'association. Et du coup, c'est ça le branding, c'est l'achat d'un morceau d'association. Et donc, ils vont acheter le produit qui porte le logo, qui représente ce truc inaccessible, mais que eux, ils apprécient vraiment. Et donc, c'est là où nous, on récupère, eux, ils récupèrent leur Air Jordan, nous, on récupère leur argent, tout le monde est content, c'est un échange de valeurs qui est clean. Et derrière, tout ça, c'est arrivé parce qu'on a associé des choses ensemble correctement. Et donc, si on dézoome un petit peu, on voit que le branding, en fait, c'est un levier business énorme. Parce que les associations qui sont faites par le biais du branding, ça rend notre marque spéciale, et c'est ça le truc le plus important là-dedans. C'est que faire des associations correctes, des associations plus, entre guillemets, qui vont du coup être des choses, on va associer des entités, notre entité, à d'autres entités que notre client idéal aime, ça va nous rendre spécial, ça va nous permettre de, justifier nos prix, mais aussi les augmenter. L'acquisition, elle est facilitée parce qu'on a plus de trafic qui viennent avec toutes les choses auxquelles on s'est associé. Ça peut être un hashtag parce que, je sais pas, on est associé au business de manière générale. Et du coup, quand on tape hashtag business sur LinkedIn ou Twitter, on nous trouve nous et pas les autres parce qu'on est fortement associé à ça. Et derrière, les personnes qui, elles, recherchent à avoir un petit morceau de cette association-là vont revenir pour réavoir encore cette association. Et du coup, ils vont devenir plus loyaux parce qu'ils vont venir chercher à chaque fois nos produits à nous pour avoir ce truc unique qu'il n'y a pas chez les autres. Et ça répond aux 4 critères du business parfait. Ce truc-là, ce petit schéma, ce qu'il dit, il essaie d'expliquer et résumer le concept d'investissement de Warren Buffett et son associé Charlie Munger, qui est décédé assez récemment. Et en gros, comment ils vont faire Warren Buffett et son associé pour investir sur des entreprises? Ils vont essayer de calculer sa valeur intrinsèque vs la valeur du marché. Donc en gros, il y a plein de gens qui vont dire « moi je pense que cette boîte elle vaut tant ». Eux, ils vont dire « je pense qu'intrinsèquement, en regardant comment le business se porte, ça vaut tant ». Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ils voient une valeur intrinsèque forte, VS une petite valeur sur le marché, et c'est là où ils vont miser dessus. Et donc ça, c'est littéralement les 4 leviers qu'ils regardent de manière générale dans tous les bilans financiers pour essayer d'évaluer la valeur intrinsèque d'une boîte. Dans une société capitaliste, le business idéal, c'est entre guillemets un business qui trouve quelque chose qui ne coûte rien à produire, qu'on peut vendre très cher, de la manière la plus répétée possible, et derrière, faut le faire de manière unique, parce que si les concurrents prennent de l'air ou l'eau de leur bain, le vendent très cher et de manière récurrente, tout ce qu'on peut faire, c'est être différent d'eux, et donc c'est là où le branding intervient. Le truc, c'est que le branding, ça a des effets de bord, et donc ça va permettre de nous rendre à la fois uniques, mais en même temps augmenter nos prix, réduire du coup notre coût d'acquisition, marketing principalement, et du coup augmenter aussi la stickiness, donc le fait que soit les gens rachètent la même chose chez nous, soit ils achètent de nouveaux produits. Et donc ça, c'est cool parce que les 5 devoirs de tout business sur la planète, c'est de faire ça, grossièrement, si on résume. On doit générer des leads, donc attirer des gens vers nous, les nurture, c'est-à-dire leur montrer que ce qu'ils ont vu de nous au départ, quand ils nous ont vus pour la première fois, potentiellement, on a de la valeur à apporter et on a quelque chose à leur vendre, une solution qui répond à leurs problèmes. Là, on va leur vendre quelque chose, donc faire une promesse qu'on va tenir derrière. Et une fois qu'on a tenu cette promesse, soit on continue de la tenir en vendant le même produit, soit on va revendre quelque chose d'autre. Et là, le branding, en fait, ça influe à tous ces niveaux-là. Le seul truc que le branding ne va pas faire, c'est tenir la promesse à notre place. Donc techniquement, si on fait bien du branding comme Coca, tout ce qu'on doit faire, c'est avoir un bon produit qui tient la route derrière. Et ça, si on reprend notre exemple dans le magasin de tout à l'heure, en fait, on voit que Coca fait beaucoup plus de volume que Pepsi, vend de manière plus régulière que Pepsi. À produit équivalent, ils vendent entre 20 et 40 centimes plus cher leurs bouteilles.
Donc ils font littéralement plus d'argent, alors qu'en sondage à l'aveugle, il y a plein de personnes qui trouvent Pepsi meilleur. Donc ils ont un produit qui est techniquement moins bon que Pepsi, Coca, mais pour autant, ils arrivent quand même à le vendre plus cher. Et tout ça parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils ont renforcé des associations fortes. Donc dans les 3 étapes, du coup, on a vu ce qu'est vraiment le branding, pourquoi ça génère de l'argent. Maintenant, on va voir comment en faire de manière très pragmatique. Donc si le branding, c'est l'association délibérée de trucs au travers d'un résultat, et qu'un bon branding, c'est l'association de notre truc avec un truc que nos clients idéaux aiment. Bah, ce qu'il faut faire, c'est prendre notre truc, donc un produit, un service, quelque chose que nous on fait, l'associer avec une égérie ou un concept fort que notre client aime, dans l'objectif de faire une association forte qui a un bon résultat pour la personne en face de nous, donc déclencher un bon comportement entre guillemets. Et donc, pour commencer à monter notre marque, tout ce qu'on doit faire, du coup, c'est se demander quelles sont les associations fortes qu'on doit faire. Donc pour ça, il faut qu'on connaisse bien notre client idéal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes aussi qui comprennent ce jeu d'association, mais qui ont du mal à faire du branding, c'est parce qu'ils ne connaissent simplement pas ce que veut leur cible idéale en face. Donc l'objectif, c'est vraiment savoir ce que la personne aimerait voir comme association et créer ces associations-là pour lui. Donc si on prend l'exemple des fleurs, grosso modo, ça donne ça. On va lister toutes les fleurs idéales pour notre client, genre les associations fortes qu'il pourrait apprécier. Ça peut être des concepts, des personnes, des business. Ensuite, toutes nos actions marketing vont permettre de renforcer ces associations-là. Donc à chaque fois qu'on va écrire un post LinkedIn, envoyer un DM, peu importe tout ce qu'il y a avant le fait de vendre, à chaque point de contact avec un client, on va donner une image de nous en association. Et donc c'est là où il va pouvoir juger si c'est trop bon comme le Coca de tout à l'heure ou si à l'inverse, il n'apprécie pas. Et donc le marketing, ça va vraiment permettre de rapprocher les fleurs entre elles juste en répétant les mêmes codes, le logo, les couleurs, ainsi de suite. Au fur et à mesure, à force de répéter ces associations-là, si elles ont été bien pensées, on a un bouquet qui commence à ressembler à quelque chose et potentiellement qui parle à notre client idéal. Ça, il faut se dire que vous pouvez remplacer le bouquet de fleurs par le logo de Nike et on comprend directement les associations, on visualise toutes les fleurs dans notre tête. Et donc maintenant, si on parle de se nicher en fait, en branding, c'est assez simple en termes de concept, c'est simplement faire des associations plus proches. Et ça, au départ, c'est vraiment pratique parce que c'est plus simple d'associer des trucs qui ont l'air d'aller ensemble à première vue que des associations très distantes au début. Si on parle de tout et n'importe quoi au départ, c'est compliqué de faire des associations fortes. À l'inverse, si on parle de choses qui se ressemblent et qui sont vraiment adjacentes dans un secteur, c'est très facile de créer des associations fortes. Et donc ça, on va les répéter. Et une fois que les associations sont fortes et que tout le monde visualise qu'est notre marque et comprend bien notre marque, là, on va pouvoir, au fur et à mesure, rajouter des fleurs un petit peu différentes et commencer à se diversifier et pouvoir, pourquoi pas, associer des concepts un peu plus distants au fur et à mesure. Donc au final, le branding, c'est un petit peu comme entretenir un jardin, en fait. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on plante les plantes qu'on a choisi de planter, qu'on les répète. Donc ce n'est pas un souci de répéter les mêmes choses en faisant du marketing, parce que ça permet d'ancrer ces associations-là. Et derrière, tout ce qu'il faut, c'est aussi éviter la mauvaise herbe, et donc il va falloir l'enlever, ou alors, du coup, éviter de renforcer des mauvaises associations. Donc, dans tous les cas, n'importe quelle marque fait toujours des erreurs et ça arrive tout le temps, à peu importe l'âge de la boîte, la maturité de la boîte et ainsi de suite. Donc, on va voir comment gérer ces erreurs d'association-là. Imaginons maintenant que j'offre un bouquet à ma copine et qu'il y a une fleur qui fait la gueule. Mais genre vraiment une, elle est au milieu, elle n'est pas belle. Je peux offrir le bouquet et potentiellement ma copine peut me dire « mais ton bouquet, il a une sale tête en fait, j'aime pas. Donc ton bouquet, il est pourri, grosso modo. » Le meilleur moyen pour empêcher ça, si elle a déjà vu la fleur pourrie et que je ne l'ai pas enlevée avant de lui présenter le bouquet, ça va être en fait simplement de faire en sorte que toutes les associations dans le futur soient meilleures. On va pas, imaginons s'associer à un influenceur et l'association elle marche pas. C'est pas le problème de l'influenceur, c'est pas une mauvaise personne, c'est l'association entre notre client idéal, notre marque et l'influenceur qui n'a pas marché. Du coup, on va pas prendre la fleur de l'influenceur, l'écraser par terre et dire t'es un influenceur pourri. À l'inverse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire de meilleures associations dans le futur, arrêter notre contrat avec cette personne et bosser avec d'autres gens. J'ai un exemple pour ça, c'est l'exemple de Budweiser. C'est un truc qui s'est passé en 2023 sur la Bud Light. De manière générale, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de créer une bonne association. Et ça a été un des plus gros flops marketing et branding de l'année. Vous allez voir, je vous montre les chiffres juste après. Donc on va reprendre notre concept là de notre truc plus ce que notre client idéal aime égale bon résultat pour présenter ce qu'ils ont essayé de faire. Donc leur truc, c'est la Bud Light. Ils ont essayé de s'associer à un influenceur très connu, Dylan Mulvaney. Et donc, en faisant cette association-là, le public, donc le client idéal de la marque, a jugé que ce n'était pas une bonne association majoritairement. Et donc ça, c'est un mauvais résultat pour la marque, et ça s'est traduit derrière par une chute des ventes énorme. Ils ont littéralement perdu 1,4 milliard comparé à l'année d'avant,
Et ça représente 15,3% de leur chiffre d'affaires. Donc ils ont fait un moins 15% de chiffre d'affaires sur 2023 parce qu'ils ont fait une mauvaise association. Mais c'est aussi un bon exemple parce qu'ils ont réussi à redresser la barre après. Ce qu'ils ont fait, du coup, c'est qu'au lieu de dire l'influenceur, là, il n'est pas bon, on l'aime pas, nanana, et le critiquer, à l'inverse, ils ont juste dit on arrête de travailler avec, on va faire de meilleures associations. Et donc, ils ont fait des associations qui marchent mieux pour leurs produits avec leur marque à eux auprès de leur client idéal, en s'associant à, par exemple, de la MMA avec UFC, ou alors avec des comédiens américains connus. Et donc ça, au global, c'est une meilleure association pour la marque, et donc la marque, au final, c'est mieux porté à réussir à remonter le truc et faire en sorte de ne pas faire un chiffre trop horrible à la fin de l'année. Et donc, la conclusion au global sur ce jeu d'association, c'est que tout ça, ça va dépendre énormément de l'audience, en fait. On pourrait se dire que cet influenceur-là, il est bon, mais en fait, c'est pas il est bon tout court, c'est une question de par rapport à notre marque et par rapport à notre client idéal. Mais le branding, ça fait pas tout. Et du coup, il y a Oncle Warren qui nous rappelle, en anglais, que si on le traduit, même là avec la marque la plus puissante du monde, si ton produit est éclaté, ton business se fera éclater dans tous les cas. Parce que le seul truc que le branding ne fait pas, c'est délivrer sur notre promesse à notre place. Donc il faut avoir un bon produit, pas vendre un t-shirt troué, pas des chaussures qui pètent en 2 jours, et ensuite on peut faire du branding autour et ça peut fonctionner. Donc maintenant, les étapes à suivre avec des produits ou des services corrects. On imagine que là on a un t-shirt qui n'est pas troué, des chaussures où on peut marcher avec, et ainsi de suite. Pour les étapes que je vais présenter, il y a un truc qu'il faut garder en tête qui est important, c'est que quand je vais dire changer et évoluer, je considère vraiment que ce n'est pas la même chose. Changer, si je dis je change de logo, je prends l'ancien logo, je le mets à la poubelle et j'en fais un nouveau qui n'a pas la même tête et je change de tout au tout. Pareil pour les couleurs, si je dis changer de couleur, on passe de rouge à vert. À l'inverse, évoluer, ça va être je prends le concept de l'ancien logo et je le fais évoluer, je le rends plus propre par exemple, et les couleurs, je vais changer de nuance de rouge. Donc dans la pratique, ce que ça donne pour pouvoir faire ça là demain de manière pragmatique, on va créer des symboles qui sont faits pour durer. Donc on va essayer de créer un logo qui va durer dès le départ. Coca-Cola, ça fait plus de 100 ans qu'ils ont le même logo. Du coup, les associations qu'ils ont fait avec, on les reconnaît direct. Pareil, charte graphique qui va bien évoluer. La bouteille de Coca, on peut y penser aussi. Genre tout le monde reconnaît la forme, même la silhouette d'une bouteille de Coca. On va aussi créer des guidelines photos, vidéos, par exemple. Enfin, il y a plein de choses. Plus on met de contraintes et plus on les répète, plus c'est facile de créer de la symbolique. Ensuite, on va lister tous les concepts, les business et les personnes à qui on peut s'associer. On liste tout ça dans l'objectif de faire des associations dans le futur. On va articuler une stratégie marketing qui permet de renforcer ça de manière active dans chaque action marketing dans le futur. Et on va aussi poser une ligne éditoriale, même si on ne fait pas de contenu, pour faire en sorte que le message de la marque, donc en gros ce qu'on en comprend de toutes nos actions marketing, soit aussi aligné avec ces associations-là. Et donc ensuite, faut faire des actions. Donc on va sur le terrain, on fait du marketing et on essaie de renforcer toutes les actions qui sont listées au fur et à mesure. Ensuite, on fait ça en n'oubliant pas de respecter la symbolique posée, parce que si on déforme les couleurs, que ce n'est pas les bonnes nuances, si on déforme le logo, qu'on ne le reconnaît pas, et ainsi de suite, en fait, les gens ne vont pas reconnaître nos associations. C'est comme essayer de faire un bouquet de fleurs, mais pas mettre le logo dessus pour qu'on comprenne qu'elles vont ensemble. Et ensuite, on peut récolter les feedbacks du marketing, cette fois-ci pour faire évoluer les symboles. Et donc là, on ne va pas changer les choses du tout au tout. À l'inverse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer tout ça pour se rendre plus différenciant, plus marquant pour qu'on nous reconnaisse plus facilement et potentiellement plus apprécié en termes d'association pour notre cible. Maintenant, du coup, vu qu'on parle de branding héroïste, il y a des métriques qu'on peut regarder. Donc de manière générale, quand on va faire des actions marketing, on peut suivre tout un tas de noms, de KPI, et ainsi de suite. Mais au global, en termes de concept, les 3 trucs qu'il y a à suivre pour mesurer si la marque grandit ou à l'inverse si elle chute, on va regarder l'influence, la direction et le reach. L'influence, c'est la probabilité avec laquelle une personne va changer de comportement quand je monte le logo de ma marque. Genre je monte le logo de Nike, est-ce que tu changes de comportement ou pas? Ça c'est l'influence. Peu importe le sens dans lequel ça va, que les gens disent je déteste ou que j'aime. Ensuite, il va y avoir la direction. C'est est-ce que le changement, il va vers ma marque et c'est le comportement que j'attendais en fait de mes clients idéaux. Et ensuite, le reach, c'est combien de personnes sont concernées par ce changement de comportement. Sur un panel de 1000 personnes, est-ce qu'il y a énormément de personnes qui ont pris le bon comportement que j'attendais ou pas? Et ça, c'est la manière de pouvoir calculer et comparer les 3 métriques entre eux. Donc un exemple de marque faible, c'est peu de personnes la reconnaissent et ceux qui la reconnaissent, ils passent à côté, mais ils font pas grand-chose, ils passent leur chemin et voilà. Un exemple de marque forte et positive, genre là par exemple, on peut penser à des marques comme Apple ou Taylor Swift, il y a peu de personnes qui les aiment pas. Ce que ça donne, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent déjà la marque. Elle fait changer de comportement la quasi-totalité des personnes qui la croisent. Donc il y a des gens qui sont Apple addicts et des gens qui détestent Apple. Mais en majorité,
bah, y a plus de personnes qui vont vers Apple que pas vers Apple, juste en changeant de comportement. Petit reminder sur les associations quand vous allez en faire dans la pratique. Souvent, on se dit, il faut que je fasse l'association parfaite. Sauf qu'il n'y en a pas, parce qu'il y aura toujours des haters, il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, ça a changé, la marque, c'est plus ce que c'était, et ainsi de suite. » Ce petit pourcentage de haters-là, ça ne doit pas vous bloquer de tenter de nouvelles associations. L'objectif, c'est de faire une série de paris sur des associations et faire en sorte qu'à chaque fois, il y ait une majorité de personnes qui aiment l'association. Et peut-être que les haters ne seront pas les mêmes entre chaque association. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de tendre, enfin d'être juste en termes de direction et pas d'être des snipers et trouver le truc à 100%. Parce qu'il n'y aura jamais une association qui marche à 100%. Donc dans les 3 étapes, on a vu ce qu'est vraiment le branding, on a vu pourquoi ça génère de l'argent et on a vu comment le faire de manière héroïste. Donc normalement, à moins que je vous ai perdu et que j'ai mal fait mon taf, on se sent à peu près comme ça. On se dit, bon, potentiellement demain, je peux commencer à faire du branding et tenter des choses au minimum. Pour essayer d'aller plus loin et passer à l'action un peu plus facilement, ce que j'ai fait, c'est que s'il y a énormément de texte sur la presse, c'est que pour que vous puissiez la télécharger chez vous. Donc là, le lien, c'est stonk.media. Vous captez peut-être pas dans la salle, mais c'est pour ça que j'ai écrit l'URL. Vous pouvez l'écrire. Comme ça, vous pouvez récupérer la presse. Ce lien-là, il va rester actif à peu près jusqu'à la fin de la semaine. Du coup, vous avez en gros jusqu'à vendredi pour la récupérer. Et dans le pire des cas, si vous voulez ensuite revoir la conf, potentiellement, elle sera sur YouTube, si jamais j'ai bien appuyé sur enregistrer. Si vous avez aimé les petits schémas, comme les 4 critères du business parfait ou les 5 devoirs de tout business, ce genre de gros concepts-là business, résumés avec des trucs que j'ai fait sur l'iPad, c'est des schémas qu'on a fait justement pour un truc qu'on a appelé le Business Playbook. Ce truc-là, c'est une lecture pratique sur le business, le branding, le marketing et les sales. Et ce truc-là, en gros, on a passé 8 mois à le faire avec mon frangin qui est au bout de la salle. Et en gros, vous pouvez absolument tout lire comme ça, directement sur Internet. Il faut se dire que la présentation de ce soir, c'est un petit morceau d'un des 21 modules qu'il y a. Donc tous les 21 modules permettent à chaque fois de soulever une contrainte business. Nous, on voit le business comme une chaîne. Quand on tire dessus, c'est le maillon faible qui pète en premier. L'objectif avec ça, ça va être de lister les maillons par ordre de faiblesse et les transformer en maillons forts, parce que ce qui est souhaitable, c'est qu'à terme, le maillon le plus faible de la chaîne, ce soit notre ancien maillon fort. Et ça aide à faire ça sur ces 4 thématiques. Donc stonk.baby, l'URL. Et petit résumé pour vous laisser là-dessus à la fin, pour qu'on ancre bien le truc. Nous, on doit faire notre marque, notre business, on doit choisir si c'est rose ou pivoine, donc logo, couleur, charte graphique, et ainsi de suite, et respecter ces codes. Ensuite, on liste les fleurs avec lesquelles on veut s'associer. L'objectif, c'est de faire des associations qui soient bonnes au global, mais pas 100% parce que ça ne sera jamais le cas, pour éviter d'avoir un bouquet pourri et faire une marque qui est stylée, en renforçant toutes ces associations-là par le biais du marketing à chaque action, pour ensuite avoir un bouquet de fleurs qui est cool et qui nous plaît et qui plaît à nos clients idéaux. Tout ça, ça sert à faire absolument tout pour vous, sauf remplir votre promesse, pour ensuite atteindre les 4 critères du business parfait potentiellement plus facilement, et à la fin, peut-être écraser Pepsi, comme le fait Coca si bien dans un carrefour. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, je suis... Tout à fait. Merci beaucoup, Alban, pour cette presse de grande qualité. On n'a pas vu passer les 200 slides. Merci. Et tout à fait, si vous avez des questions autour du branding, par rapport à ce qu'on vient de voir. Est-ce que tu as proposé tes services à Pepsi? Non, mais... Enfin, franchement, j'aimerais bien le faire, en vrai, mais... Après, plus sérieusement, il y a quand même du budget. Pourquoi personne ne leur a dit Mais en fait, c'est pas que personne ne leur a dit, je pense que c'est juste un truc qui est compliqué à... De manière générale, dans nos domaines, là, le marketing et tout, on a tendance à tout complexifier pour essayer de se rassurer. C'est mon avis, hein, donc après, voilà, c'est pas parole d'évangile, mais... Ouais, on a tendance à tout complexifier et donc des fois en fait on passe à côté de ce genre de trucs. Là, Pepsi c'est un groupe énorme, il y a des milliers de personnes dedans. Donc en fait, s'il y a de la politique interne, qu'il y a des gens qui voient pas ça et que derrière il y a juste une personne qui dit, je sais pas, le PDG à la fin qui dit, moi je préfère quand tu dis c'est ce qu'ils aiment et ils valident ça, c'est terminé en fait. Alors que ça se trouve il y avait des réflexions marketing qui étaient bonnes avant et une équipe qui avait fait le taf. Donc déjà c'est peut-être pas de leur faute. Et puis au global, enfin, c'est pas simple, il y a très peu de marques sur la planète qui font ce truc correctement. Là c'est de la théorie, après à mettre ça dans la pratique, c'est casse-gueule tous les jours. J'ai pas meilleure réponse que ça là-dessus. Et justement, sur le sujet branding, et je reviens au budget parce que c'est ma passion du moment, mais tu mettrais combien à peu près du budget market sur
sur le sujet branding au quotidien ou pour, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose, une brand, tu la retravaillerais tous les 6 mois, 1 an? Est-ce que c'est un budget à allouer un petit peu au quotidien? Comment tu vois ça? Bah, en pensant en mode entrepreneur, je me dis que c'est un jeu infini et pas un jeu fini. Genre, on a tendance à avoir des jeux de foot, on se dit que c'est des jeux de pouvoir, etc. Si moi je gagne, l'autre perd, ainsi de suite. Dans un jeu infini, l'objectif, c'est, et ça c'est dans le playbook, il y a toute une théorie là-dessus, mais genre, l'objectif, c'est de durer en fait. Donc d'amasser le plus de ressources pour durer le plus longtemps possible. Tu gagnes pas au jeu du business, tu restes en business, tu gagnes pas au jeu du mariage, tu restes marié. Enfin, c'est tous ces jeux infinis là. Et donc, ce genre de truc, si on réfléchit d'un point de vue ressources, bah, en fait, il n'y a pas un budget type. C'est plus une question de est-ce que le branding, ça va avoir du sens pour toi? Genre, typiquement, est-ce que tu as une marque qui va facilement gagner en valeur si tu fais du branding? Et derrière, bah, si tu vois que c'est facile pour toi à faire, et bah, je me dis, en fait, genre, je mise tout dessus, clairement, je mettrai toute ma thune dessus parce que je me dis, c'est facile à mettre en place et vu les gains qu'il y a derrière, bah, let's go, en fait. Et comme ça, je trace tout le monde et terminé. À l'inverse, si je sais pas, tu es en B2B, dans un secteur où tout le monde s'en tape de ton image de marque, ton site internet, il n'aura jamais de trafic de ta vie, les gens vont placarder un logo, tu peux essayer tant que tu veux, ça va être compliqué, quoi. Là, je miserais plus sur d'autres choses potentiellement que j'aurais identifiées comme contraintes et où je me dirais d'abord, je sais pas, il faut aller sur juste des actions marketing simples sans faire de branding ou alors optimiser le parcours de vente pour faire ça en soum soum et que personne voit que je nique mes concurrents. Enfin, c'est vraiment une question de… Le budget à allouer, c'est vraiment est-ce que c'est important à mettre en place? Est-ce que ça aura de la valeur pour vous et vos clients? Et est-ce que vous, ça va vous coûter cher ou pas en termes de temps et d'énergie de mettre ça en place et de le tenir dans le temps? Parce que si vous commencez à faire du branding demain et que vous lâchez ça au bout de 6 mois, bah, ça ne marche pas parce que ça rentre dans un jeu infini, quoi. Donc il faut vraiment se dire, je vais continuer à le faire, quoi. Okay. Mais je mettrais un fort budget ouais, si c'était un truc qui… Ouais. Dans les exemples que tu as donnés, on voit des grosses corporations, mais toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu as connu comme truc un peu plus terre à terre et quelle association d'idées tu mets en place? Parce que j'imagine que c'est pas forcément, c'est peut-être plus de niche et c'est peut-être plus ciblé. Enfin bref. Ouais, je comprends. En fait, c'est des trucs qu'on voit un peu tous les jours sur les réseaux sociaux, genre globalement, sans s'en rendre compte. Si on prend juste le jeu d'association entre la bouteille de coca où c'est trop bon, je vais associer l'action de boire au produit, ce truc-là d'association simple, il y a plein de gens qui le font très bien et c'est des gens qu'on suit naturellement parce qu'on les a vus parce qu'ils le faisaient bien. Genre, tu as plein d'influenceurs sur LinkedIn, il y a une personne dont je ne me souviens plus du nom, mais en gros, elle fait des posts marketing où à chaque fois, elle va mettre une image en même temps qu'elle fait un post textuel. Le post, il est très bien structuré. Très vite, je comprends ce qu'elle écrit dedans. Les codes de l'image sont toujours les mêmes. C'est un fond noir avec du texte rose écrit en gros et une personne de Star Wars de manière générale. Ça, c'est des associations fortes en fait qui sont faites pour moi quand je lis le post. Donc à chaque fois que je vois dans mon feed passer le post Star Wars, si j'ai pris de la valeur une première fois, je vais en prendre une deuxième parce que je le reconnais très vite. Du coup, en fait, là, elle fait très bien, cette personne, le jeu d'association pour que j'aille continuer à consommer son contenu. Et c'est du branding à petite échelle, c'est un jeu d'association. C'est pas je vais faire une grosse campagne marketing, etc. pour montrer ma marque, c'est plus l'association en elle-même. Et donc il y a plein de personnes qui le font comme ça très bien. Tu pourrais associer tout et n'importe quoi, ça peut être aussi bien… je sais pas, essayer de… ton produit, il n'est pas très connu des gens, le faire tester à plus de personnes possible pour qu'il y ait un bouche à oreille qui se développe, ou tu donnes de la valeur gratuitement, par exemple, sur un bout de truc que tu fais en sorte que les gens l'associent le plus facilement et tu permets aux gens de le partager très facilement sur les réseaux. Donc en fait, tous les gens vont montrer qu'ils ont réussi en utilisant ton truc qui était gratuit, ils ont pris de la valeur, ils vont le communiquer à la planète et donc par jeu d'association, les gens vont se dire si moi je fais comme lui qui me ressemble, potentiellement je vais réussir à atteindre le même résultat grâce à eux. Tu vois. Donc en fait, il y a plein de jeux d'association. Si tu réfléchis sans dire le mot branding en termes de jeux d'association, tu peux trouver plein de jeux que les autres font pas, se placer assez facilement dessus, il faut juste être un peu créatif et s'y tenir surtout dans le temps, quoi. Et après, c'est pas forcément des actions marketing qui sont chères en fait. Genre là, la personne qui crée ses posts, elle répète les codes à l'infini sur tous ses posts, elle fait du branding facile, ça sort toutes les semaines, et toutes les semaines, elle renforce un peu plus son truc, quoi. Et ça lui coûte du temps, et c'est une marketeuse, donc c'est aussi son taf, donc je pense que ça va vite de le faire, donc elle est contente, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière question, éventuellement? Non. Eh bien, je te remercie encore.